Merci aux intervenants qui sont là devant vous pour leur présence ce soir. Merci à Monseigneur Gosselin, évêque d'Angoulême, de votre présence. Merci à Maître Lionel Beltoun de Moreau, avocat, et à Ismaël Karoum, journaliste à la Chance Libre, d'avoir accepté cette invitation pour échanger sur, pas seulement sur le film qu'on a vu, mais à partir aussi du film que l'on vient de voir. Et merci à vous tous d'être présents. Là, le nombre de personnes ce soir, ici à côté, et puis même qui ont été refusées, montre bien l'attente et la demande de ce type de soirée, de ce type d'échange. Voilà. Cette soirée, peut-être pour la situer, est une démarche plus... Elle n'est pas qu'une démarche ponctuelle, elle se situe dans une dynamique, dans un processus. Notamment, pour rappel, l'an dernier, les 6 et 7 juillet ont été proposés par la pastorale des jeunes du diocèse notamment, mais plus largement aussi, une soirée conférence et toute une journée de travail. Une conférence, une journée de travail qui était animée par Ségolène Mogg, qui est la responsable pour la conférence des évêques de France de la cellule de travail sur la pédophilie au sein de l'Église. C'était deux jours de travail, de travaux à La Rochefoucauld, avec des animateurs d'aumônerie, avec des prêtres présents, avec des parents, avec des éducateurs de jeunes. Donc voilà, on a commencé le travail, on le continue. Cette soirée n'est pas une fin non plus, c'est une étape. C'est une soirée qui s'inscrit évidemment dans une actualité brûlante, voilà, qui nous impose certainement de réfléchir de façon plus ouverte à toutes ces questions-là. Il ne s'agit pas ce soir d'évoquer tel ou tel dossier, telle ou telle situation, mais plutôt de réfléchir ensemble à une situation préoccupante, en cherchant, peut-être en prenant connaissance aussi, de ce qui est mis en place pour éviter de tels scandales, et en comprenant mieux les actions et les interactions au service des victimes dans 3 domaines spécifiques: ecclésial, judiciaire et médiatique. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Chacun de vous pourra évoquer pour sa part la réponse et le point de vue et l'action de l'Église, les aspects judiciaires, et puis le rôle des médias et de l'opinion publique, et des influenceurs aussi dans ces affaires. On l'a vu dans le film, ils ont un rôle aussi. Voilà. Première question. Alors, voilà, on va laisser la parole se déployer entre les 3 intervenants. Comme on est très nombreux, on ne va pas se lancer dans un micro qui tourne dans la salle, ce serait peut-être un peu long, fastidieux. Ceci dit, chacun des 3 intervenants sont disponibles pour prendre parole plus tard, voilà, prendre contact et continuer les échanges. Voilà. Pour ouvrir la parole, le débat, l'échange, premières impressions après la projection de ce film. Je me lance, bonsoir. C'est la 2e fois que j'assiste à la projection de ce film, puisque on a eu la chance de le voir vendredi dernier, et je dois dire que la 2e projection est tout aussi saisissante que la première, puisque ce film permet de mettre en réalité des mots sur des mots. Et ma première impression, alors qui n'est pas une impression artistique, j'ai trouvé personnellement que c'est un très beau film, mais c'est un film qui rend hommage au courage, à la fois le courage des victimes avec le temps qui passe pour révéler ce qu'elles ont subi, et puis la question du courage et de l'encouragement de ceux qui recueillent la parole, et la question principalement posée: que doit-on faire de la parole qui est ainsi libérée? Et on s'aperçoit que si les actes peuvent être coupables, les silences sont aussi fortement mis en cause. Alors moi, personnellement, je me sens un peu accablé et très meurtri par ce que je découvre aussi. J'étais à la première projection aussi pour préparer cette soirée, devant ces terribles réalités, ces scandales. On est vraiment, je crois, devant aussi de la haute criminalité, devant un prédateur. Et voilà. Et puis
toutes ces interpellations qu'il faut savoir recevoir concernant les silences d'Église. Alors, bon, le sentiment qui m'habite aussi, c'est l'incompréhension. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment est-ce qu'on a pu être aveuglé ainsi? On voit au début du film que c'était plutôt bien parti. Ça aurait pu se conclure de manière plus heureuse. Et en même temps, je crois aussi que l'impact médiatique qui a lieu est profitable. Moi, je trouve que, voilà, je suis à la fois affecté, mais troublé, mais je trouve que c'est un film qui est éprouvant, mais qui est nécessaire. Parce qu'il me semble que, voilà, depuis 3 ans que je suis évêque, avec la conférence des évêques, on en entend parler pratiquement à chaque conférence. La dernière fois, c'était Parole victime, nous en avons rencontré. Et c'est vrai, je crois aussi que là, il y a de manière assez sensible et je crois aussi délicate, hein, il y a une expression et une présentation de tout ce que les victimes peuvent vivre. François Ozon le dit bien, c'est pas un documentaire, c'est un film de fiction. En même temps, à partir des réalités, tout ce qui a été lu était des pièces, je veux dire, réelles. Hein, mais je crois aussi que grâce à ce témoignage, hein, il y a véritablement une libération, hein, qui peut s'opérer, parce que c'est la vérité qui rend libre. La vérité est parfois douloureuse, mais je crois qu'elle sera aussi bénéfique. Voilà, c'est l'impression suite à cette projection. Je trouve ce film extrêmement fort et qui a avec un énorme avantage, ce film tombe jamais dans le voyeurisme, c'est ce qui m'a marqué. Et je trouve son avantage, c'est de montrer les choses sans tomber dans le voyeurisme. Et notamment du côté des victimes, ce qui m'a frappé, c'est de montrer la diversité des parcours après les faits. Entre celui qui donne l'impression de s'en sortir et qui l'enfouit, celui qui l'avait occulté, celui dont la vie est totalement brisée et qui n'arrive plus à se réadapter. Et c'est des parcours qu'on voit dans les palais de justice quasiment toutes les semaines, au minimum tous les mois. Donc ça, c'est d'abord ce qui m'a marqué. Ensuite, le courage dont parlait Lionel est aussi assez saisissant. Et c'est un film qui est vraiment nouveau. En fait. En 15 ans de chronique judiciaire, je pense que sur la pédocriminalité, j'en ai un peu trop vu, beaucoup trop vu. Et je trouve que ce film a permis de le montrer de manière émouvante, en faisant vraiment bien comprendre et toucher la gravité des faits au-delà de l'Église. Et juste sur le courage, je voulais aussi quand même, vous remercier de m'avoir invité et saluer l'initiative du diocèse et de Monseigneur Gosselin, parce que cette initiative, elle allie et la pédagogie et la prévention, et le courage aussi de regarder les choses en face. Et je tenais à vous le dire. Merci. Excusez-moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu un médecin pédopsychiatre ou bien un médecin spécialisé dans la psychiatrie de ces troubles, et pour les enfants et pour les autres. Dommage. C'est dommage. Il y a plein de manques. Il pourrait y avoir aussi une femme. On avait demandé à une femme. Et effectivement. Mais ça montre bien que ça ne peut pas être une fin en soi, cette soirée. Que je pense que, comme dit le Père Benoît, c'est une étape. L'idée, c'est pas de faire le tour complet de toutes ces questions à multiples facettes de ce problème, mais qu'en même temps, je veux dire, comme il n'y aura pas beaucoup la parole à la salle, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dommage. Mais je pense que ça pourra aussi être organisé de telle manière que la parole soit plus libre. Voilà, il y a 2h15 de film, on s'est dit, bon, on fait une table ronde, déjà parce que c'est saisissant, il faut se laisser aussi saisir par ce qui est communiqué par ce film, mais c'est une étape. Et donc c'est vrai qu'il y a différents aspects, en particulier médicaux, et qui peuvent être bien sûr, et qui doivent l'être à d'autres moments. Peut-être avant d'aller plus loin, une question juridique presque. Père Évêque faisait remarquer que c'est un film, une fiction, pas un documentaire, mais basé sur des faits réels. Or, ce film, basé sur des faits réels, est sorti avant que le procès du Père Prénat soit réalisé. Ça pose des questions sur la présomption d'innocence, sur comment réagit l'avocat que vous êtes. Alors, ça a été une surprise partagée, puisque la justice en a été saisie, à la fois le tribunal de grande instance de Paris et le tribunal de grande instance de Lyon ont référé, je crois, à la demande de Bernard Prénat pour le tribunal de grande instance de Paris et de Régine Maire, cette psychologue du diocèse de Lyon par le tribunal de grande instance de Lyon,
Les deux juridictions ont considéré qu'il s'agissait d'une œuvre de fiction, et elles ont considéré que comme il n'y avait pas de procès ni prévu, ni même fixé, ce film ne serait en aucune manière une atteinte à la présomption d'innocence, qui est pourtant garantie par deux principes essentiels, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qui indique que tout homme est présumé innocent quand il n'est pas définitivement jugé, et que les atteintes à la présomption d'innocence doivent être réprimées par la loi, et doivent être surtout réparées par la loi. La réparation qui a été considérée comme suffisante par les juges de référé, ça a été l'insertion à la fin et avant qu'il y ait la liste de tous les acteurs et ceux qui ont concouru au film, qu'ils sont présumés innocents. Ça a d'autant plus d'actualité que l'une des deux personnes, le cardinal Barbarin, qui a été condamné par le tribunal correctionnel, a relevé appel du jugement, et que le père Prénat n'a pas encore été jugé. Le tribunal de grande instance de Paris a également considéré que tout report de ce film aurait des conséquences insurmontables en termes de projection, en termes de coût, puisque vous savez que le film a été primé et a reçu l'ours d'argent au film de Berlin. Et c'est vrai que l'atteinte à la présomption d'innocence est une atteinte qui a été soulignée. On peut se poser la question de savoir si une fiction qui colle quand même très grandement à la réalité, je n'aimerais pas être forcément le conseil du père Prénat devant la cour d'assises du Rhône, puisque à la fois les jurés et les juges auront vu ce film et il y a un tel battage. Est-ce qu'il aurait pu y avoir une œuvre de fiction dans une affaire totalement différente, mais par exemple l'affaire aussi célèbre médiatiquement que le carton de Lille, alors même que la justice, in fine, a relaxé la très grande majorité des protagonistes, en tout cas celui qui était principalement jeté à la nature des médias. On pense aussi à un certain nombre de personnes qui ont été victimes d'accusations, y compris de la sorte de pédophilie. Je pense à Dominique Baudis qui avait fait l'objet d'accusations qui étaient particulièrement importantes. Donc c'est une question, mais une question qui ne doit pas emporter le reste du film. C'est en tout cas une question qui a été tranchée par les juges de référé, qui ont considéré que le film pouvait être projeté, et le film l'a été avec le succès et l'écho que ça en a, à savoir la prise, à la fois la prise de conscience, parce que Ismaël évoquait, nous qui sommes un peu les chroniqueurs judiciaires et les avocats, les compagnons des jours d'infortune, c'est malheureusement un quotidien qui est particulièrement fréquent. Il faut savoir que 80% des affaires devant les cours d'assises en France sont des affaires de pédocriminalité, et dans la très grande majorité, ce sont des affaires qui concernent des incestes, à savoir des pédocriminalités qui interviennent dans le milieu strictement familial, qui est la cellule qui théoriquement est celle de protection, mais qui est aussi la cellule où se passe un certain nombre d'exactions terribles pour les enfants. À ce sujet, un mot, on parle souvent d'abus en matière sexuelle. En réalité, il n'y a pas d'abus en matière sexuelle, puisque l'abus, c'est l'excès de boisson. Tout le monde connaît l'adage un verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. L'abus, c'est donc de boire 3 verres. En matière de pédocriminalité, c'est dès la première fois que constitue la cicatrice indélébile et constitue l'atteinte criminelle ou délictuelle dont le film vient aujourd'hui relater ce qui s'est passé en masse. On est face à un pédocriminel présumé innocent, mais dans le film, on est dans une fiction avec un pédocriminel qui est présenté face à une multitude, on parle de centaines de victimes. C'est quelque chose à la fois d'effroyable et quelque chose de suffisamment rare pour être souligné. Vous parlez de médias, voilà, avec ce film-là. Je me tourne vers Ismaël, et puis après on reviendra à vous, Père Gosselin. Mais dans le film, on voit le rôle de la presse locale, et puis très vite après la presse nationale, avec deux volontés qui se croisent, celle des victimes,
que leur affaire soit connue pour alerter l'opinion publique et s'appuyer sur l'opinion publique, et celle des enquêteurs, des responsables de l'enquête, qui eux souhaitent plutôt du calme pour pouvoir enquêter sereinement. Quand vous, journaliste, vous êtes sollicité par un plaignant, vous êtes témoin d'une confidence, comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce que vous recherchez en premier? Est-ce que c'est protéger l'enquête, faire bouger l'opinion, protéger les victimes? Comment est-ce que, de votre point de vue, on réagit à ça? En tant que journaliste, les choses sont claires, on n'a ni enquêteur, ni juge d'instruction, ni policier, ni gendarme. Par contre, on n'a vraiment pas vocation à faire les trois singes en main et à se dire j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je dis rien. Dans la loi, dans notre déontologie, notre pratique, et c'est quasiment même l'essence de notre métier, on a une chose, c'est de révéler des faits d'intérêt général. Quand on reçoit une simple confidence, seule, on va être extrêmement prudent. Si on prend l'exemple du film, le journaliste qui est sollicité, on lui apporte quoi? Des dizaines de témoignages, des documents, des archives. Il y a quand même largement la matière pour authentifier les faits qu'il va devoir apporter. Donc, révéler tous ces faits qu'on lui apporte quasiment sur un plateau, d'ailleurs, j'aimerais bien que moi, dans mes affaires, on les apporte comme ça aussi directement. Il y a largement matière à faire un article, et je pense que la question de l'intérêt général ne se pose pas. On parle d'enfants par dizaines, victimes d'un homme. Et de fait dénoncer de manière très ancienne, ce qui est corroboré par des courriers. Après, la confrontation, la contradiction avec les besoins de l'enquête, cette enquête, vous pouvez la faire il y a 30 ans. Donc il y a un moment, le rôle du journaliste, c'est aussi de faire bouger les choses. Alors, il est évident qu'il ne faut pas aller jusqu'à permettre que l'auteur présumé puisse s'enfuir ou à ce qu'il y ait des destructions de preuves, mais les documents, ils les avaient déjà, et donc il y a souvent des échanges avec les enquêteurs également. Ils peuvent me dire ça m'arrange pas, et ça, je n'ai qu'un inconvénient. En général, on agit à notre propre conscience avec ce qu'on veut faire dans le cadre de cet intérêt général. Je parle de ce cas où il y avait aussi des courriers, des archives qui montraient qu'on savait depuis longtemps. On n'est pas dans le cadre de la simple rumeur où on vient confier tiens, il y a un tel qui a violé, ou un tel a fait quelque chose, et rien ne permet de le vérifier. Tout à l'heure, Lionel prenait l'exemple de Dominique Baudis. Dominique Baudis, c'était délirant, les accusations. C'était un type qui serait dans les fiches cachées de Michael Jackson, qui dit « le maire de Toulouse m'a violé ». Bon, le journaliste qui a cru bon de le relayer a pris ses responsabilités, a été condamné d'ailleurs, je crois. Et il y a une différence entre simplement relayer une rumeur et relayer un dossier vraiment étayé. Notre job aussi, notre plus-value, c'est de vérifier, d'avoir des documents et de respecter le contradictoire et la présomption d'innocence. Alors, dans le cas présent, la presse aide à révéler des faits, les met sur la place publique, et vient aider à briser un silence. Père, comment fait-on pour briser le silence aujourd'hui dans l'Église? Voilà. Dans ce film, il y a l'affaire Prénat, il y a les victimes, et puis il y a le silence de l'Église qui est fortement dénoncé. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, pas dans un film, mais dans la réalité, on brise ce silence? Et c'est vrai que d'abord, je crois qu'il faut distinguer aussi, il y a le silence et puis la loi du silence, cette loi du silence qui impose de se taire. Et on voit bien que certes, il peut y avoir une loi du silence institutionnelle, peut-être, forme d'omerta. En même temps, on voit bien que la question du silence rejoint aussi toute la difficulté, ne serait-ce que pour les victimes, de pouvoir dire quelque chose. Il faut aussi que le récepteur soit comme, accueillant. Bon. Et puis, il y a les familles, les réactions des familles, la réaction de l'entourage. Et c'est là où je crois que c'est extrêmement difficile. Quand on revoit le film, on pourrait voir toutes les erreurs à faire, à ne pas faire ou à condamner. Mais en fait une relecture, c'est un petit peu facile. Il y a 20 ans, je pense qu'on on avait, et moi-même, j'avais, alors je pourrais dire que je n'étais pas dans le déni, il y avait une ignorance aussi de ce qui est une réalité qui aujourd'hui émerge. Donc on ne peut pas bien réagir quand on n'a pas la connaissance de fait. Je pense que la parole donnée aux victimes a permis d'accéder à une conscience même de la gravité des faits, de personnalités qui ont pu être troublées longtemps par ces faits. Le
le silence, eh bien, je pense qu'il faut, là, cette loi du silence, il faut la briser, parce qu'il n'y a que de cette manière-là que nous pouvons permettre à des victimes de retrouver à la fois la dignité. On voit aussi des parcours un petit peu d'apaisement concernant des blessures anciennes, et puis aussi c'est pour pouvoir prévenir. Et je veux dire, parce que la loi du silence, ça va aussi avec la faute et la culpabilité. Il y a des fautes par action, il y a des fautes par omission. La loi du silence, c'est la faute par omission. Quand je ne dis pas, quand je ne dénonce pas. Donc, votre question, c'est aussi par rapport à la réaction de l'Église. Je pense qu'il y a à la fois aussi cet encouragement et cette conscience progressive. Alors, on a la brochure, on va peut-être vous mettre aussi sur l'écran un certain nombre d'éléments qui permettent de voir comment on a pu prendre en compte effectivement ces réalités, à lutter contre la pédophilie. Ça a déjà plus de 10 ans. Il y a eu une réédition avec des corrections et des compléments qui ont été faits récemment. Et ça permet vraiment de voir tous les aspects un petit peu de cette pédocriminalité et de voir comment justement il est important de pouvoir... les ministres de l'Église et nous-mêmes, en tant qu'évêques, il y a des formes de procédures qui permettent à la fois de dire quand ça arrive, quand quelque chose arrive de l'ordre d'une rumeur. D'abord, je crois que de la même manière que les médias n'ont pas à faire d'enquête véritablement, donc ils vont enquêter sur des faits, mais ce n'est pas une enquête judiciaire. Nous-mêmes, nous ne sommes pas chargés, en tant que ministre ou en tant qu'évêque, de faire l'enquête sur un fait. Et ça, on se tourne vers une société, parce qu'en France, c'est aussi, facile, entre guillemets, contrairement à certains autres pays en voie de développement, qui auront plus de mal à transmettre à une police judiciaire, à transmettre à la justice, qui est plus important, aux procureurs, il faut encore qu'ils existent. Donc il y a véritablement des étapes que nous apprenons, douloureusement, parce qu'on se dit, effectivement, il n'y a pas de... Moi, je ne perçois pas qu'il y a comme un système qui impose le silence dans la vie de l'Église. Il y avait comme une forme de déni à une certaine époque. On n'y croit pas, c'est trop énorme. Je veux dire, voir un film comme celui-là, on n'imagine pas que ça puisse exister au cœur même de l'Église, qu'un prêtre puisse ainsi faire... Comme vous dites, c'est rare. Et voilà, on comprend, mais en même temps, c'est une réalité qu'il faut absolument prendre en compte. Donc, cette loi du silence, je crois qu'il faut en sortir. La parole elle-même permet de verbaliser et permet de trouver des moyens avec des experts. Donc on se retourne vers la justice, la police judiciaire, on se retourne aussi vers des experts au niveau psychologique pour nous aider à comprendre quelle est l'attitude juste qui convient. L'idée est toujours la visée, c'est protéger, je veux dire, les enfants ou protéger des personnes en situation de faiblesse, quelle que soit cette faiblesse. Voilà, je parle. Pour moi, la loi du silence, aujourd'hui, des événements comme cela, des films comme cela, permettent de sortir et de voir que ce n'est pas, au contraire, ça ne profite à personne. Donc c'est pour ça que je disais que pour moi, ça paraît nécessaire que de se dire, libérons la parole, même si je crois qu'il ne s'agit pas de tout déballer, partout, tout le temps. Il s'agit aussi d'avoir des règles pour pouvoir élaborer cette parole. Est-ce que ça ne vient pas aussi interroger les relations, en l'espèce au sein de l'Église? On va pouvoir détailler tout à l'heure tous les moyens qui sont mis en œuvre en termes de moyens. Et là, en termes de relations, on a entendu votre archevêque, votre confrère, évêque de Poitiers, dire il y a quelques jours que cette situation nous invitait à désacraliser les prêtres, à transformer finalement nos relations. La lettre au peuple de Dieu, du pape au mois d'août, était aussi un peu sur ce registre-là. Est-ce que c'est pas une transformation vraiment radicale au-delà des moyens qu'il faut prendre? Est-ce qu'à une époque, peut-être, il y a une forme d'immunité sacerdotale, on mettait le prêtre tellement séparé et tellement saint par son ordination, qu'il n'était pas sujet à pouvoir avoir des débordements et des perversions comme celle-là? C'est possible. Aujourd'hui, c'est à la fois le pape, donc, que vous citez dans cette lettre du mois d'août,
invite vraiment à une remise en cause de telle manière que n'est pas autre que les autres. Là, on parle effectivement des ministres, qu'il faut absolument avoir ce regard qui soit identique pour toute personne et qu'il assume effectivement ses responsabilités et ses actes. Ce qui peut aussi peut-être aider à briser le silence, parce que le silence peut être mu. Alors, je pense aux parents, par exemple, dans le film, on voit des parents qui réagissent très différemment. Certains bougent, écrivent, d'autres se taisent, et donc, mais par peur aussi, peut-être, déficit de confiance ou de simplicité dans les relations. Enfin, l'être. Oui, c'est là où on voit que le silence est contagieux, parce que malheureusement, les parents, qui pour certains sont la première écoute, ont des réactions complètement différentes. Et c'est là où on voit tout le parcours de combattant d'une victime qui met beaucoup de temps, selon les victimes, à révéler les faits. C'est aussi la raison pour laquelle ces faits et tous les mouvements actuels, et notamment les pédopsychiatres, on en parlait, et les spécialistes des enfants victimes, ont indiqué qu'il y a des secrets qui sont tellement enfouis, qui se révèlent tellement à distance, que la prescription en la matière a été rallongée, puisque pour des agissements commis sur des enfants, sur des mineurs de moins de 15 ans, la loi du 3 août 2018 a étendu désormais de 20 à 30 ans, c'est-à-dire que quelqu'un peut porter plainte pour un viol subi dans son enfance jusqu'à ce qu'il ait 48 ans. D'aucuns d'ailleurs considèrent que le crime devrait être imprescriptible et que l'on devrait, comme pour les crimes contre l'humanité, faire en sorte que les crimes commis sur les mineurs de moins de 15 ans ne soient pas prescriptibles, avec toutes les difficultés pour les éléments matériels, pour les témoignages, avec plus le temps passe, et la difficulté aussi que d'aucuns disent, est-ce que le fait de faire émerger X dizaines d'années après, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est pas mal? Et en réalité, chaque victime a un parcours personnel. Et c'est assez difficile parce que d'aucuns, d'ailleurs, portent plainte d'une manière ou d'une autre, d'aucuns ne souhaitent pas porter plainte. Il y a dans le film certains frères de certaines victimes dont on peut se poser la question si eux-mêmes n'ont pas été victimes et si eux-mêmes ne souhaitent pas, pour leur construction, ne pas forcément porter plainte. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que très fréquemment, les prédateurs sexuels, les pédophiles, ne reconnaissent pas les faits. Quand on y réfléchit, le premier qui restaure tous ces enfants dans leur qualité de victime, c'est le prédateur pédophile qui indique oui, c'est vrai. Mais cette reconnaissance de fait, comme pour certains d'entre eux, la reconnaissance, le pardon, les excuses, etc., c'est insuffisant. Il faut qu'il y ait une démarche haute, qui est la démarche de la vérité judiciaire, qu'il y ait une réponse judiciaire, dans un sens ou dans un autre. Et c'est vrai que le silence et le fait de ne pas avoir transmis à celui qui a la charge dans nos sociétés de poursuivre, à savoir le procureur de la République, le fait de ne pas avoir signalé, qui est presque une obligation, qui est une obligation d'ailleurs lorsqu'on reçoit la confidence d'atteinte commise sur des mineurs de moins de 15 ans, c'est justement ce qui permet d'éviter la révélation judiciaire au terme d'une processus victimaire. Il y a d'abord la parole, avec toutes les épreuves qui peuvent accompagner un enfant victime, et puis la confrontation, ça a été retranscrit, la confrontation avec l'auteur, que certaines victimes souhaitent, que certaines victimes ne souhaitent surtout pas, que certains experts psychologues indiquent que la victime ne pourra pas supporter la confrontation avec celui qui est mis en cause tant qu'il n'est pas reconnu judiciairement. Et donc chaque victime, comme chaque fait est différent, mais chaque victime a aussi un parcours tout à fait singulier. Et c'est vrai que le fait de considérer en fait, le fait de considérer que les faits sont prescrits, qu'en tout état de cause, il ne faut pas le porter à la connaissance de l'autorité judiciaire qui aura à qualifier les faits, c'est bien évidemment un manque.
La difficulté, c'est qu'il faut aussi se rendre compte qu'avec l'élargissement de la prescription, on est aussi parfois face à des dénonciations, à des révélations, à des paroles libérées. Chaque parole libérée ne correspond pas forcément à une parole de vérité. On a eu l'exemple célèbre désormais du procès d'Outreau, où il y a eu des paroles libérées d'enfants qui ont été jugés suffisamment crédibles, y compris par l'institution judiciaire, pour donner lieu à des procès criminels qui ont terminé par des acquittements. Donc la parole et l'enquête, c'est tellement singulier, avec un grand principe en droit français, on a parlé du principe de la présomption d'innocence, le principe aussi que le doute profite. Ce qui est difficile pour tout un chacun d'entendre, mais tout un chacun parmi nous peut être un jour l'objet d'une dénonciation, d'une suspicion, d'une procédure judiciaire. Et ces principes du droit dans les grandes démocraties, ce sont des principes qui sont des garde-fous dont tout le monde peut bénéficier. On peut peut-être entendre qu'il y a une prescription juridique ou judiciaire, mais la prescription, mais qu'il y a une autre prescription qui est difficile à accepter, c'est celle de la violence faite à la victime, pour la victime elle-même, qui, elle, peut entendre que la prescription du mal qu'elle ressent est imprescriptible pour le coup. Peut-être cette distinction-là, Père ou Ismaël? Je reviens un petit peu sur la question des auteurs. J'ai eu la chance, parce que ça a été précieux pour moi, de travailler comme aumônier de prison. J'étais ancien médecin et alors prêtre. J'ai rencontré beaucoup de coupables, supposait-elle. Et je dois reconnaître avec humilité aujourd'hui que pour bien accomplir cette mission, avec la formation que je pouvais avoir, il me manquait quand même les témoignages des victimes tels que nous pouvons y accéder aujourd'hui, qui sont assez bouleversants et qui montrent à la fois, la gravité des faits. Et d'autant plus, bien sûr, alors j'ai rencontré beaucoup de condamnés, et en même temps, c'est évident que, pour revenir à la question de l'Église et des ministres, autant c'est un délit important, mais majoré par le fait qu'il y a, cette ordination où il y a une autorité réelle au niveau humain et spirituel, qui amène une forme de pouvoir qui a été, qui a été exercé de manière abusive. Mais c'est vrai que la gravité des faits eux-mêmes est amplifiée par l'auteur, par sa qualité, par qui il est et ce qu'il représente. Sur ce point, on est tous d'accord pour dire que dans les cas de pédocriminalité, c'est à 98 ou 99% papa, tonton, papy, le voisin, le beau-père ou l'ami de la famille. Et que finalement, le nombre de cas engageant des prêtres, des personnes de l'Église, est extrêmement minoritaire. En 20 ans de chronique judiciaire sur l'échelle de la Charente, 3 ou 4 grands maximum me reviennent en mémoire, alors que des faits de cet ordre impliquant des prêtres, alors des faits des frères, et alors des faits, il y en a 3, 4 par semaine en Charente, voire plus. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais quand ça concerne l'Église, c'est plus sensible. Parce on peut dire ce qu'on veut, il y a une valeur morale en plus qui est associée. Ces gens ont confié leurs enfants à un prêtre, à quelqu'un qui a des valeurs morales, en qui ils avaient confiance, qui représente l'Église, qui représente l'amour du Christ, qui représente tout ce que vous voulez. Donc ils ne s'attendent pas forcément à ça. Dans le film, l'une des premières phrases de Monseigneur Barbarin, quand il écrit dans un courrier, emploie le mot confiance. À la fin du film, on retrouve Emmanuel de mémoire qui parle de la confiance trahie et qu'il retrouve. Au-delà des faits, il y a aussi ce contrat de confiance qui est brisé entre un homme qui a une figure d'autorité, on parlait de sacralisation tout à l'heure. Il y a le fait et la trahison de ce contrat de confiance entre un homme et des parents. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, je pense que les questions de présomption d'innocence, de procédure de prescription, on peut jouer sur la prescription, mais ça n'enlèvera pas la victime et ce qu'elle a vécu. Sur ce que disait Lionel tout à l'heure sur le prédateur sexuel qui permet de restaurer la victime vraiment dans son statut, moi je suis un tout petit peu plus modéré quand même à la lecture uniquement du film, je connais pas plus l'affaire que ça, mais il reconnaît les faits une fois qu'on lui apporte une victime, qu'il se plaint, et si possible, si elle est prescrite, ça me fait un peu penser au cambrioleur, si on lui amène son ADN et son empreinte digitale, il dit oui, si on lui amène qu'un bornage téléphonique, il dit je passais par là.
À aucun moment, il va au bout du processus et dit oui, Emmanuel, et il y a eu Alexandre, il y a eu un tel, il y a eu un tel, il y a eu un tel, et surtout pas sur des périodes la plus récente. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais bon. Sur le silence que tu évoquais tout à l'heure, Benoît, je ne suis pas convaincu, même si on fait le procès de l'Église, que ce silence soit spécifique à l'Église dans ce genre de cas. Je pense qu'il y a, sur la pédocriminalité, il y a le silence de la société qui n'a pas envie de voir ce genre de fait, parce que ça renvoie aux enfants, ça renvoie à trop de choses qu'on n'a pas envie, ça renvoie au papa dont je parlais tout à l'heure, et tout. Ce silence, on le retrouve partout, on le retrouve dans tout le corporatisme finalement. On peut le retrouver dans le monde de l'entreprise, sur les violences sexuelles faites aux femmes, ou quand on est un peu trop long, on peut le retrouver dans l'éducation nationale. Ce petit réflexe de protection où on se tait, on va essayer de régler les choses entre nous, il n'est pas spécifié, il est peut-être renforcé par certains règlements, le poids de l'histoire et l'autorité de l'institution, mais on le retrouve partout. Combien de gens savent que leur voisine se fait taper sur la gueule par son mec alcoolo et se taisent? Il y en a plein. Combien ont des doutes sur telle ou telle personne et se taisent? C'est pas forcément spécifique à l'Église. J'avais été marqué aussi une fois dans l'une des affaires captées par le silence. C'était donc un couple. Le psy avait parlé finalement au bout d'un petit moment, et on avait deux réactions radicalement différentes entre le père qui était parti en croisade, qui voulait parler, qui venait nous voir à Chantilly presque tous les jours, qui montait un dossier. Il voulait la condamnation du frère, mais il voulait aussi la condamnation de tout le monde, jusqu'au Vatican. Et la mère, qui elle avait un vrai conflit intérieur, parce qu'elle avait peur de briser la communauté catholique de sa ville dans laquelle elle vivait, elle avait peur d'en être exclue, elle avait peur du « qu'en dira-t-on », elle avait peur que son fils monte également, mais on voyait qu'elle était vraiment tiraillée et qu'elle savait plus où être. Ça a brisé ce couple d'ailleurs au final, mais ce tiraillement et ce conflit intérieur, on peut aussi le comprendre. Pour rebondir sur ce que dit Ismaël, c'est je crois, l'un des buts de ce film, et peut-être l'une des critiques de ce film sur le plan judiciaire. Ces faits sont, les faits criminels ou délictuels, sont toujours le fait d'un homme ou d'une femme, mais sont le fait d'un homme. C'est un homme, et c'est pas une personne morale, c'est une personne physique qui est dans le box d'une cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel. Il y en a un d'ailleurs qui évoque ce mot, c'est la notion d'amalgame. En fait, il faut se garder de la notion d'amalgame, c'est au travers de l'agissement d'un homme, quel qu'il soit, et quelle que soit l'institution, de juger en réalité toute l'institution. Et dans un certain nombre d'autres faits criminels, on pense notamment au terrorisme, on nous dit surtout gardez-vous de la notion d'amalgame. Je crois que la notion de la personnalisation de la peine, c'est-à-dire c'est avant tout un acte individuel qui a été commis. Là, en l'occurrence, c'est le père Prénat qui est accusé et qui aura à répondre de ces actes. D'autres personnes, et d'ailleurs, ça a été le dernier procès de Lyon qui n'est pas définitif, il y a eu 6 personnes de l'institution, y compris Régine Maire, y compris, je crois qu'il y a un prêtre qui est vu et qui... voilà, le père Payon qui fait partir Alexandre en disant mais c'est prescrit, etc. En tout cas, ce qui n'est pas non plus la bonne réponse de dire c'est prescrit, c'est pas en tout cas à celui qui n'est pas en charge de dire quelle est la prescription, c'est l'autorité judiciaire qui dira si c'est ou pas prescrit. Mais en tout cas, sur les 6 personnes qui ont été citées à la demande des victimes, c'est-à-dire des membres de la parole libérée, qui ont un seul a été condamné pour non-dénonciation de crime, en l'occurrence le cardinal Barbarin, et ce qui doit quand même interroger et nous rendre très prudents sur l'issue judiciaire, c'est que celui qui représente les intérêts de la société, celui qui a une empathie toute particulière à l'égard des victimes, puisque ces enquêteurs reçoivent à longueur de temps les plaintes, à savoir le procureur de la République de Lyon, avait requis une absence de culpabilité et donc une absence de peine à l'égard de tous les prévenus de l'institution. C'est pour ça que j'ai commencé par rendre hommage à la notion de courage, le courage des victimes et le courage de ceux qui, y compris les médias, y compris certains membres du clergé, qui reçoivent et qui relaient. En fait, l'idée, c'est de relayer, d'être la courroie de transmission et de ne pas être celui qui fait que ça s'arrête là
et que ça empêche en réalité à la vérité d'être établie. Mais il y a la notion de courage, mais aussi la notion attention au danger d'amalgame. Alors, tout à l'heure vous avez parlé de confidence, de révélation, Ismaël a parlé de confiance. Là, se pose une question qui se pose assez souvent, assez fréquemment dans ce climat-là, dans ces affaires-là. C'est la question du secret professionnel, et notamment pour l'Église, du secret de la confession. Le secret de la confession, il est couvert en droit français par le terme de secret professionnel, y compris dans le secret professionnel. Briser le secret professionnel est sanctionné. Ne pas dénoncer une affaire de ce type-là est dénoncé. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait en droit français, en droit canonique? Voilà. Il n'y a pas de secret professionnel en France lorsque l'on reçoit la confidence d'exactions sur des mineurs de moins de 15 ans. Le médecin, dont le secret professionnel est pourtant absolu, a l'obligation, lorsqu'il reçoit une confidence, de signaler, de porter à la connaissance, soit de l'aide sociale, soit du procureur de la République. Il y a même un article qui est l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à tout corps constitué, tout membre de la fonction publique qui, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de la commission d'une infraction, de révéler immédiatement au procureur de la République. En tout état de cause, on ne peut pas opposer le secret professionnel dans un cas d'espèce lorsque des enfants, de mineurs de moins de 15 ans, révèlent des faits. Le secret professionnel n'existe pas. Le secret professionnel, c'est une protection pour la confidence, pour permettre à tout un chacun de se confier en confiance à son médecin, à son avocat. Monseigneur évoquera la notion du secret de la confession. Mais en tout état de cause, pour les professionnels que nous sommes, il n'y a pas de secret professionnel face à des victimes mineures de moins de 15 ans qui dénoncent des faits de crimes ou de délits. Et certainement, faut-il ajouter que dans le secret professionnel, on trouve aussi tout ce qui est de l'ordre de la confidence pour des éducateurs de jeunes, pour des chefs scouts, pour des parents, pour... voilà. Et ça va faire la transition avec le secret de la confession. Je mets quand même un bémol. Le père Trénat va voir son avocat et va le voir en lui disant « Défendez-moi, j'ai commis un viol sur un mineur de moins de 15 ans. » Voilà. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté pour l'avocat. Le secret, là c'est la personne, c'est le client qui vient pour se défendre. Je parlais du secret professionnel où un enfant va voir un avocat pour signaler les faits dont il est victime, un enfant va voir un éducateur, un enfant va voir, etc. Là, la personne qui recueille la parole, mais y compris les parents, hein. D'ailleurs, en fait, les premiers qui ont été au courant, ce sont les parents. Certains ont envoyé c'est très touchant d'ailleurs, les parents de François, hein, c'est ça, qui ont envoyé une lettre, et ils n'ont pas écrit au procureur de la République, mais ils ont fait la démarche nécessaire et indispensable qui aurait dû amener celui qui reçoit la lettre à relayer, à transmettre et à porter à la connaissance de l'autorité judiciaire. Mais certains, et on le comprend dans le film, ont indiqué, notamment les parents d'Alexandre, ont indiqué « mais tu avais 17 ans, donc à 17 ans, il n'était pas question, parce que c'est une atteinte à l'institution, parce que il va avoir le panneau victime de pédophile, parce que la honte en réalité sur la famille est d'avoir un enfant victime. » C'est terrible, c'est-à-dire que les parents n'ont pas relayé la souffrance de leur enfant, alors qu'incontestablement, les parents aiment leur enfant, ont fait le mieux pour lui, mais ont été lâches. Le courage, c'est aussi ça, le courage, c'est de s'exposer
et surtout de défendre ceux qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants. Père, sur secret de confession, secret professionnel et de confession. Alors un secret de confession qui serait un secret professionnel, il est considéré comme tel par le droit civil. Alors après, je crois qu'en termes de confiance, il est vraiment très important que ce secret de confession reste quelque chose d'absolu, même si, bien sûr, il y a cette question. Alors imaginons, parce qu'il faut être un petit peu concret, ce serait un prêtre qui viendrait se confesser, c'est cela, en disant « j'ai commis telle ou telle chose ». La confession d'elle-même, l'aveu n'est pas forcément suivi immédiatement de l'absolution en disant « je te pardonne tous tes péchés ». C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un impact entre le confesseur et celui qui vient se confesser en disant mais tant que tu ne seras pas dénoncé, il est important que tu le fasses. C'est-à-dire qu'il y a comme une réserve. C'est-à-dire c'est pas, pour moi, le secret de confession est absolu, mais quand il s'agit effectivement de défendre les enfants, c'est-à-dire l'accueil d'un coupable, puisqu'il vient se présenter comme tel, je veux dire, n'induit pas forcément une obligation de donner l'absolution immédiatement. De telle manière, on pourrait aussi inverser, c'est-à-dire que ce serait une victime qui viendrait se confesser, et au titre pendant la confession, alors que tout l'entretien, je veux dire, du sacramentel reste dans le secret de confession, elle dit une difficulté qu'elle a pu avoir, cette victime, quand elle était enfant. Et je crois qu'il y a aussi une attitude qui convient pour accompagner la personne afin de lui permettre de trouver ce courage d'être dans la dénonciation. Voilà. Donc il y a à la fois le secret de confession qui est absolu, et puis en même temps qui n'est pas, je veux dire, forcément conduit jusqu'au bout immédiatement. Le but étant de permettre effectivement d'avoir ce lien et de permettre au coupable ou à la victime d'aller jusqu'à une expression verbale et d'accompagner pour dénoncer. Voilà. Et en droit français, c'est entendable. Pour faire le lien par rapport au propos secret professionnel, secret de la confession, il y a des prélats qui ont été condamnés en France. Je mets à l'écart le cardinal de Barbarin, dont la condamnation est actuellement frappée de la peine. Il y a deux évêques, l'ancien évêque d'Évreux, Monseigneur Piquant, et l'ancien évêque d'Orléans, Monseigneur Fort, qui ont été récemment condamnés pour non-dénonciation de crimes. Selon l'adage, un peu celui de Loisel, qui peut et n'empêche pêche, c'est-à-dire que généralement, ils ont reçu la confidence, que les faits d'ailleurs aient été commis et se soient arrêtés avant, ou que les faits soient en cours, et ils n'ont pas porté à la connaissance. Chaque fois, ils ont été poursuivis, ils ont été condamnés, parce qu'en réalité, ils n'ont pas reçu cette information dans le cadre du secret de la confession. Ils ont reçu cette information dans le cadre de la responsabilité épiscopale. Et je crois savoir d'ailleurs que pour éviter, pour l'évêque, mais ça pourrait être pour tout responsable d'une institution quelconque, mais en l'occurrence pour l'évêque, d'être tenu par le secret de la confession, je crois que l'évêque ne confesse pas les prêtres de son diocèse sur lesquels vous assumez une responsabilité, pour faire simple, disciplinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui serait porté à la connaissance de l'évêque du lieu ne peut pas intervenir dans le cadre du secret de la confession. Donc, en résumé, l'évêque du lieu ne peut pas conserver pour lui l'information qui lui est donnée. Que l'évêque du lieu en rende compte à Rome sur le plan disciplinaire, canonique, c'est une chose, mais il doit aussi en rendre compte au procureur de la République pour que l'enquête judiciaire, c'est la fameuse phrase « rendez à César ce qui appartient à César et à Rome ce qui appartient à Rome ». Voilà, en tout cas, l'évêque doit transmettre, doit relayer, et je crois, pour avoir été sollicité par un certain nombre de, pas forcément d'évêques, mais en tout cas de relais d'information ou de responsables, soit épiscopaux, soit en charge de ces questions,
il y a actuellement des interrogations qui étaient posées, c'était de dire on va faire confiance à la justice, mais comment peut-on révéler? La question n'a jamais été peut-on ne pas dire? Voilà, la question a été comment gérer, comment faire au mieux, et à chaque fois, j'allais dire, dans la question était contenue la réponse, c'est bien évidemment de porter connaissance à l'autorité judiciaire. Alors après, ce que j'ai appris dans le film et ce que j'ignorais, c'est que je ne pensais pas que le procès canonique devait systématiquement intervenir après une décision définitive de l'autorité judiciaire. Pour faire le parallèle avec les sanctions judiciaires et les sanctions disciplinaires, il peut y avoir une sanction disciplinaire qui intervient, une sanction canonique qui intervient alors même qu'il n'y a pas de condamnation, y compris lorsque les faits, par exemple, seraient prescrits, puisque, étonnamment, il y a une prescription pour les infractions, y compris pour les infractions de crime, mais il n'y a pas de prescriptibilité en matière disciplinaire, et je ne suis pas certain qu'il y ait une possibilité de prescriptibilité en matière canonique. Je note d'ailleurs dans le film qu'il est même possible de demander un relevé de prescription, ce qui n'arrive pas en droit français. Alors, Perle, sur l'articulation, sanction canonique, sanction... Oui, il pourrait très bien y avoir un jugement canonique sur des faits prescrits. C'est-à-dire que même si les faits sont prescrits, l'Église peut se prononcer avec un tribunal ecclésiastique. Alors c'est vrai qu'elle attend le verdict, la sanction juridique du procès pour se prononcer. Ce qui n'empêche que lorsqu'il y a par exemple une suspicion, ou il y a avant même, au moment où, par exemple, d'un signalement au procureur, il peut y avoir bien sûr des mesures de suspension en attendant effectivement le procès. Mais la sanction canonique suit effectivement l'instruction civile. Donc ça c'est voilà, un petit peu une... Alors, on en est aux sanctions, aux actions de l'évêque quand il apprend des faits. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place en Charente, dans l'Église de France, pour prévenir, pour lutter, pour agir contre la pédophilie? Alors c'est un problème qui est un problème aussi mondial, hein. Donc je veux dire, la rencontre là, du pape avec les présidents des conférences épiscopales va aboutir à un texte qui devrait sortir prochainement, hein, va aboutir aussi à un genre de vadémécum pour permettre une procédure pour aider les évêques à s'en sortir dans ces cas un petit peu évidemment difficiles et douloureux. Alors au niveau national, on peut dire que j'ai déjà donc il y a un site, hein, lutter contre la pédophilie, que je vous invite vraiment à aller voir, parce qu'il y a des éléments très importants dans tous les domaines de cette question-là. C'est le site que vous avez sous les yeux depuis... Et sur ce site également, il y a la possibilité de déposer une plainte en fonction du département ou le diocèse dans lequel on habite. Alors, et au niveau diocésain, je passe un petit peu rapidement, mais au niveau diocésain, c'est à la fois, on a d'abord réagi au niveau provincial en mettant en place une cellule provinciale, c'est-à-dire que lorsqu'avec le site national répercute directement à l'évêque concerné, et il y a une cellule d'écoute à la fois des victimes, et puis un numéro de téléphone aussi qui peut être utilisé, hein, pour prendre conseil, être accompagné dans une procédure de plainte et de... Voilà. On pourra recevoir en sortant de la salle un petit flyer indiquant l'adresse mail et le numéro de téléphone que vous évoquez. Alors c'est vrai, moi je suis assez troublé parce que ce site, la brochure, lutter contre la pédophilie, elle existe depuis plus de 10 ans. 2003, donc ça fait plus que ça, ça fait 16 ans. Et bon, elle a été utilisée, peut-être pas assez. Donc je me dis qu'il y a une question d'information aussi, d'incitation éventuellement, dans un but vraiment, je veux dire, parce que ça concerne, on voit bien, c'est un problème qui concerne un petit peu tout le monde. Alors l'Église encore constituée peut être plus facilement attaquée comme organisation, comme institution. Alors je souhaite, et si je peux rêver, c'est qu'elle soit aussi un peu modèle aujourd'hui, après tous les manques qu'elle a pu, pour lesquels il faut qu'elle assume aussi ses responsabilités, mais être un peu moteur pour permettre effectivement que cette parole puisse émerger. Donc ça passe par le site, ça passe par des rencontres personnelles, et pour pouvoir, en fonction de tout ce qu'on a dit, une démarche
je veux dire, aussi de signalement et autres, toujours aussi dans un but à la fois de réparation possible et dans un but de prévention, bien sûr. Donc voilà, au niveau provincial, au niveau diocésain, des personnes qui ont été appelées pour faire une cellule qui permet d'avoir de se confronter aussi avec, au niveau provincial, quand ils sont venus rencontrer. La province, ce sont les diocèses de Angoulême, Poitiers, La Rochelle, Limoges et Tulle. Alors, cette cellule constituée a venu rencontrer les évêques. Il y avait aussi bien des personnes dans le conseil conjugal, en psychologie, en médecine, aussi des anciens magistrats, ce qui permet d'avoir aussi une approche un petit peu différenciée et multiple, et qui puissent effectivement se confronter les uns les autres pour pouvoir aider. Alors, c'est vrai que bon, la cellule n'a pas été très sollicitée aujourd'hui, mais bon, voilà. En la faisant connaître, peut-être que... Pardon, oui, alors je pense que de dire effectivement, peut-être c'est important que dans chaque église, à la fin, dans le fond de l'église, il y ait cette petite affiche où très sobrement, on indique un numéro, on indique le site, pour qu'au moins, eh bien, ceux qui désirent pouvoir signaler quelque chose puissent le faire. Par ailleurs, au niveau de l'Église de France, on a vu les évêques de France, au mois de novembre, accueillir des victimes et prendre un certain nombre de dispositions pour travailler ça au niveau national. Donc il y a une commission qui a été mise en place, qui s'appelle maintenant la commission Sauvé, puisque c'est M. Sauvé qui a accepté cette responsabilité de pouvoir, depuis 1950, revoir tous les cas qui ont pu être répertoriés, puis rentrer aussi dans des archives diocésaines, et voir comment l'Église a répondu ou non, je veux dire, à ces interpellations, à ces actes délictueux. Voilà. Comment est-ce que l'Église, est-ce qu'elle était vraiment dans l'omerta en voulant ne rien voir, ne rien savoir et ne rien entendre? Voilà. Donc c'est une remise en cause qui a été demandée à cette commission indépendante pour pouvoir gérer ces questions-là, et aussi de pouvoir... il y a une commission qui est mise en place pour essayer de récolter aussi des témoignages, pour ceux qui acceptent de donner ce témoignage. Comme je le disais tout à l'heure, la parole, effectivement, la parole libérée des victimes, et là, on voyait que le film c'était ça qui était le fond même du sujet, la parole libérée des victimes face à l'Église. On pourrait attendre un autre film pour voir comment est-ce que l'Église, elle, a pu vivre toutes ces remises en cause et vivre voilà, toutes ces interpellations. Donc c'est le lien entre les deux, donc de pouvoir effectivement permettre que la parole puisse être dite. Donc ça, c'est ce qui est prévu au niveau national. Et puis encore dans 15 jours, nous nous retrouvons à Lourdes, et de nouveau, il y a toujours pratiquement une demi-journée depuis que j'y suis, à chaque conférence épiscopale, pratiquement il y a eu vraiment un temps pour pouvoir gérer ces questions-là, et des commissions pour pouvoir voir comment est-ce que l'Église peut reconnaître aussi de manière officielle, qu'est-ce qu'il n'y a pas un acte concret qui permette, alors, on ne peut pas réparer l'irréparable, et qu'en même temps on peut quand même, signifier qu'on a bien entendu et que l'Église reconnaît que quelque chose intrinsèquement mauvais, si on prend les critères de la vie morale, ces actes qu'on ne peut jamais faire en aucune occasion, soient dénoncés comme étant répréhensibles, mais déjà pour les victimes elles-mêmes. L'idée, c'est aussi de permettre à ces victimes d'assumer, de pouvoir prendre en charge mieux leur vie et d'être, je crois que la reconnaissance et d'être entendu par l'Église. Courage qui était nous demandons, c'est là où je disais que le film était bien parti, parce qu'on aurait pu penser que la réponse de l'Église aurait pu satisfaire aussi à Alexandre en lui disant mais je suis reconnu. Mais ça aurait été le cas Alexandre, et puis après il y a tous les autres. Alors l'avantage c'est que ça a permis effectivement que d'autres victimes soient connues et vivent aussi un processus un peu d'apaisement et de guérison. C'est une heure que nous échangeons déjà, peut-être un dernier mot l'un après l'autre, Ismaël. Voilà, encore une fois, on ne s'arrêtera pas là, on continuera les échanges, le travail en d'autres occasions, mais
Pour rebondir sur les derniers propos de Monseigneur Gosselin sur le parcours d'apaisement des victimes, je pense que c'est effectivement extrêmement important. Parce que ces actes-là ont toujours un impact énorme sur la vie des victimes. Quand je disais tout à l'heure qu'avec Lionel, on les voyait au tribunal, on les voit en victime, puis 10 ans plus tard, on peut les voir en auteur, soit pour des faits comme ça, soit parce qu'ils sont devenus toxicos et donc on les retrouve pour des cambriolages, soit parce que leur vie, ils sont totalement inadaptés, enfin ils sont devenus inadaptés entre guillemets, et asociaux. On peut les voir aussi dans leurs difficultés de couple pour ceux qui connaissent des victimes. Voilà, ces faits détruisent toujours. Donc, offrir un parcours d'apaisement, de réconciliation, c'est essentiel pour cette reconstruction. Mais la démarche de prévention sera encore mieux. Maître ? Oui, il y a différentes attentes des victimes. La libération de leurs paroles, la reconnaissance de leurs paroles, et puis ce qui était présent dans le film, c'est face à un prêtre qui est condamné, le devenir du prêtre au sein de l'institution de l'Église, et l'incompréhension qu'il reste et qu'il demeure après une mesure d'éloignement et qu'il puisse éventuellement être revenu au contact d'enfants. Donc c'est aussi toute la difficulté, d'ailleurs du devenir à la fois des victimes dont Ismaël vient de parler, mais du devenir des criminels. Parce que le criminel, il fait comme la victime partie de notre société. Et celui qui a commis, à l'instar de Bernard Prénat, s'il était reconnu coupable, qui a commis des dizaines ou des centaines de viols ou de délits sur des enfants, la peine encourue est 20 ans de réclusion criminelle. Donc là, la problématique d'un justiciable qui sera jugé à l'âge de 74 ans est différente que s'il avait 40 ans. Et c'est vrai que l'Église se soucie, et vous venez d'en rapporter la preuve, Monseigneur, des victimes par des mesures de prévention, d'incitation, d'encouragement de libération de la parole, mais l'Église se soucie également des prisonniers. Il y a une aumônerie des prisons, vous en avez témoigné, et il y a une pastorale des prisonniers, et que fait l'Église, de la responsabilité de l'Église pour ces prêtres qui ont été condamnés, qui font ou non partie encore de l'Église, ce qui est un vrai sujet. C'est un sujet dont on pourrait témoigner, communiquer et échanger pendant encore très longtemps. François Deveau, lorsqu'il a été interrogé à propos du procès de Lyon, a dit c'est une pierre à l'édifice. Enfin, voilà, c'est un témoignage très courageux, et c'est un témoignage très encourageant, parce qu'en tout cas, le silence a commencé à se fendre, et il y a une prise en considération, et c'est aussi ça le fait d'être un homme ou une femme, c'est d'assumer sa responsabilité, la responsabilité de pouvoir dire, la responsabilité de devoir écouter, et la responsabilité de ceux qui assument les fonctions de juger et de gérer l'après. Et la gestion de l'après est une responsabilité collective, c'est-à-dire que c'est un peu facile de se dire il y a le bien, le mal, il y a la victime, il y a l'auteur, et l'auteur il est jugé, il est condamné, c'est plus le problème, mais après il revient parmi nous, et c'est un vrai enjeu en termes de récidive, en termes de dangerosité, en termes de réinsertion, parce que, y compris le criminel dont on dit qu'il est toujours, chaque homme, chaque femme est toujours plus grand que les crimes dont on l'accuse, ce criminel, il est entouré, lui aussi, d'une famille, et le problème n'est pas en tout cas ni manichéen, ni trop simpliste. Père. Il y a un aspect important aussi on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est la question de la gradualité des faits. C'est-à-dire que tous les faits ne sont pas équivalents. Là, nous avons la présentation d'un grand prédateur quand même.
autre chose, et même un acte contre un mineur de quelqu'un qui a trop bu et qui se rappellera à peine de ce qu'il a fait. Donc, je veux dire, c'est pour dire qu'il y a cette question de gradualité. On ne peut pas gérer les problèmes tous de la même manière. Alors après, Rome nous dit tolérance zéro, c'est le pape qui le dit, et la doctrine, Congrégation pour la doctrine de la foi, qui instruit les dossiers que nous, évêques, nous envoyons après un procès civil, sont amenés à, je veux dire, à réduire à l'état laïque, c'est-à-dire enlever le ministère, ce qui n'empêche que nous avons la responsabilité aussi, et je reprends tout ce que vous dites, à propos des coupables et des criminels. Il ne s'agit pas de dire ils ne font plus partie de l'Église, ils sont plus près, ils n'exercent plus, et qu'est-ce qu'ils font? C'est toute la question de la société également, parce qu'on peut emprisonner quelqu'un pendant 5 ans, mais si après, puisqu'il a fait sa peine, il peut faire ce qu'il veut, je veux dire, c'est pour ça que je crois que cette lutte contre la pédophilie est une lutte qui concerne chacun et tout le monde, il me semble, et c'est ainsi que, je crois, pourront être respectés, et je pense que ça, c'est la victoire aussi des victimes aujourd'hui, respecter ces victimes qui ont eu je veux dire, le courage de pouvoir faire ce qu'ils ont fait, afin qu'on ne puisse plus voir ce qu'on voit, même si Jésus dit lui-même, il est inévitable que des scandales arrivent. Mais que nous puissions à la fois, je veux dire, prendre en charge aussi bien les victimes, également de se poser la question de l'accompagnement des coupables, qu'ils aient un ministère ou pas, ou qu'on leur ait enlevé le ministère, que deviennent-ils? Il ne s'agit pas de se dire, là, du coup, il y aurait une autre loi du silence, on ne veut plus voir, ça ne nous concerne plus. Donc je pense que c'est vraiment une responsabilité de chacun et de toute une société, c'est-à-dire le monde entier, en tout cas, est confronté à cette question-là aujourd'hui. Donc il faut qu'on le prenne vraiment sérieusement, comme on le fait aujourd'hui. Ouvrir les yeux, prendre la parole, se sentir tous responsables, voilà, et puis continuer, parler du mois de juillet dernier, ce soir, et puis d'autres rencontres certainement à venir. Merci pour votre présence et vos paroles et votre échange, et vos apports et repères aussi. Et merci à chacun d'entre vous pour votre présence. Voilà. Je propose en sortant ce petit papier qui indique les coordonnées de la cellule d'écoute mise en place dans le diocèse et à l'échelle de la province.